Il est pile 13h sur les 17 chaînes et stations de Radio Sénégal. Voici le journal. À la une, 15 décès liés à la COVID-19, plus rapide que le variant Delta tumeur. 1075 nouvelles contaminations ce jour de 948 communautaires. Les professionnels de l'information et de la communication se protègent. Un vaccinodrome installé ce matin à la Maison de la Presse. Que faut-il pour contrer le SARS-CoV-2? Le télétravail, recommande Sambassi, le ministre du Travail. Des discussions en cours entre son département, les employeurs et les organisations de travailleurs pour une réforme de la législation du travail, le télétexte le télétravail dans le texte. Et puis, 4 grévistes de la faim déjà évacués. Les étudiants sanctionnés lors des élections d'amicales en diète exigent la levée immédiate des sanctions. Omar Sonko est allé le rendre visite. Et puis, ça sent le roussi pour les 15 candidats individuels au bac à l'origine de la tricherie à Pekes, département de Tivaouane, des sanctions académiques et pénales. Et puis, l'invité, Dr Alioune Badara Ly, le directeur du COUS. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Thierno Diallo. Céline Diop à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour. Les chiffres du jour de la COVID-19 encore inquiétants. 15 nouveaux décès, 60 cas graves en réanimation, 1075 nouvelles infections sur 4201 tests, 948 cas communautaires et 127 cas contacts. 333 patients sont déclarés guéris ce jour. Hier, 49 290 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 763 608. Et puis, après les CTE, les centres de traitement, les épidémies, le président de la République, Macky Sall, se rend ce vendredi à l'Institut Pasteur. Un vaccinodrome, un centre de vaccination secondaire contre la COVID-19 installé ce matin à la Maison de la Presse, initiative des professionnels de l'information et de la communication en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Objectif, faciliter l'accès des vaccins aux journalistes. Reportage Luc Mingou. C'est pas encore le grand rush sur ce nouveau site de vaccination dédié aux journalistes. Aïcha Senghor, journaliste, est venue se faire vacciner. Elle apprécie l'initiative. C'est une initiative à saluer parce que je pense que c'est une facilité qui a été faite aux agents de la presse parce qu'il y a pas mal de monde dans les centres de vaccination et les centres de santé dans les différents quartiers. Un autre confrère Sambabari abonde dans ce sens. Aujourd'hui, les journalistes sont très exposés. Nous avons vu qu'avec la première vague et la deuxième vague, il y a eu des restrictions. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé chez eux, alors que les journalistes étaient obligés de sortir et de chercher l'information pour informer la population. Donc c'est des gens qui sont très exposés aujourd'hui et je pense que c'est une bonne initiative. Boubacar Kanté, ancien responsable de rédaction de l'APS, estime que les journalistes vont servir d'exemple aux populations. Nous sommes des professionnels des médias, donc nous sommes un vecteur de communication et de sensibilisation. En travaillant sur la pandémie, tous les jours, on est au fait des chiffres, des situations. Donc, de le vivre comme ça et qu'on doit transmettre tout ça aux populations en termes de sensibilisation, c'était important qu'on montre l'exemple. Si nous, vecteurs des médias, donnons l'exemple, peut-être que la dynamique va être encore plus soutenue. Ce centre secondaire sera ouvert pour 3 jours, vendredi, samedi et lundi, une initiative qui va permettre aux journalistes de gagner du temps et d'éviter les rassemblements. Reportage Luc Mingou. Avec cette poussée des cas de Covid due au variant Delta, le télétravail n'est-il pas le recours? En tout cas, les discussions sont en cours entre le ministère du Travail, les organisations de travailleurs et employeurs pour une réforme de la législation du travail, réforme qui prendra plus en compte le télétravail. Le ministre du Travail, du Dialogue social et des organisations professionnelles, Sambassi, est joint par Dominique Kama. Face à cette déferlante que vous appelez troisième vague, ce qui est recommandé, c'est d'essayer d'élever les gestes barrières. Ça veut dire de faire tout ce qu'il faut pour nous prémunir, nous préserver, nous sauver et sauver les nôtres. Dans ce cadre-là, il y a un faisceau d'actions qu'il faut initier pour essayer de limiter la propagation du virus. Évidemment, cela impacte tous les champs de la vie, y compris sous le rapport du travail. Voilà pourquoi, évidemment, on est obligé, même pour le travail, de se réorganiser, de voir ce qu'il est possible pour, en tout cas, ralentir ou limiter ou minorer les occasions, disons, de contact, de commerce rapproché, qui sont autant de terreaux fertiles à la propagation du virus. Dans ce cadre-là,
une notion nouvelle a vu le jour. Et c'est le propre des crises que d'instruire. Nous nous rendons compte que l'évolution technologique met à portée des humains de manière globale une nouvelle donne, un nouveau moyen qui permet d'organiser dans certains secteurs et sous certains rapports le travail. Et dans ce cadre-là, évidemment, la réflexion porte aussi sur le télétravail qui peut être mis à profit dans certains cadres et sous certains rapports. Nous avons engagé une réflexion globale. Quand je dis nous, c'est le département, le ministère lui-même, mais également avec les différents partenaires, les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs. Nous réfléchissons y compris sur notre code du travail, sur notre législation du travail. La législation du travail est un cadre global qui organise les rapports, de travail. Et évidemment, c'est comme avec les vêtements, il faut assez régulièrement essayer de voir un peu comment les ajuster, comment faire pour qu'ils épousent un peu l'air du temps. Alors, dans le cadre de ce gros travail de réflexion et de rénovation de la législation du travail dans notre pays, un élément important va concerner évidemment ce que aujourd'hui l'exigence de l'heure met au niveau de l'agenda. Ça veut dire que la question du télétravail devra forcément également être investie, réfléchie, encadrée, parce qu'il faudra beaucoup réfléchir pour faire de sorte que le télétravail nous serve au lieu de nous desservir. Samba Si, le ministre du Travail, du Dialogue social et des organisations professionnelles, vous l'avez entendu, les discussions donc sont en cours entre le ministère du Travail, les organisations de travailleurs et employeurs pour une réforme de la législation du travail, une réforme qui doit aboutir donc au télétravail dans les textes. Le district sanitaire de Touba entame à partir de ce vendredi et jusqu'à lundi une campagne de chimio-prévention contre le paludisme. La cible, les enfants âgés de 3 mois à 10 ans, c'est que Touba figure à nouveau dans la zone rouge. Le taux de prévalence, tenez-vous bien, dépasse les 15%. Le médecin-chef du district sanitaire de Touba, Ndeye Maguette Diop, au micro de Omar Nying. On démarre une campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier à partir du 30. Dire l'importance de cette activité qui a quand même une activité préventive qui a fait sa preuve en permettant une réduction de 75% la morbidité palustre et 75% la mortalité. Donc vraiment une activité qui permet de réduire de façon importante le fardeau lié au palu, qui fait partie quand même des priorités en termes de santé au Sénégal. En 2020, l'objectif était de 80%. On était à 64% de la cible. On voudrait vraiment que cette année, qu'il y ait quand même une augmentation de nos performances. Dire que surtout que Touba est une ville où vraiment il y a beaucoup de déterminants. Par exemple, l'année dernière, avec la forte pluviométrie, on a vu qu'il y avait beaucoup de gîtes larvaires et autres. Donc, ce qui a même augmenté la prévalence du palu au niveau de la ville. Donc, on était dans la zone rouge, donc une prévalence de 14%. Mais l'année dernière, on a dépassé les 15%. Donc, pour dire qu'on est tombé dans le rouge, malgré toutes les interventions efficaces qui ont été menées, c'est pour dire que vraiment, il y a beaucoup de déterminants qu'on ne maîtrise pas à Touba et qui sont très favorables à l'éclosion des vecteurs. Radio Sénégal. 13h07 à l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, des étudiants sanctionnés à la suite des remous lors des élections amicales à la faculté de droit, en grève de la faim illimitée. Ils veulent la levée immédiate des sanctions. 4 étudiants au total déjà évacués. Reportage à l'UCAD de Omar Sonko. Ils sont plus d'une dizaine d'étudiants devant le rectorat de l'UCAD, assis ou couchés sur des nattes pour certains, d'autres sur des chaises ou même parfois debout. Ces étudiants réclament leur intégration immédiate. Moussa Gueye de Saline revient sur les circonstances de leur sanction à la suite des élections d'amicales à la faculté de droit. Après la proclamation des résultats, nous on a été déclarés vainqueurs, on était en train de jubiler, mais l'autre cas, les faits, n'avait pas accepté les résultats. C'est suite à ces mécontentements constatés qu'ils nous ont attaqués. Le matin, le doyen de la faculté, qui n'était que superviseur des élections, a sorti un communiqué pour annuler nos résultats. On s'est réunis pour rédiger un message. C'est sur la base de ce message-là qu'on nous a convoqués au conseil d'instruction et nous a transférés au conseil de discipline pour nous sanctionner. Voici la teneur du message en question. Monsieur le doyen, depuis le début, on ne doutait pas de votre impartialité. Mais au regard de ce communiqué, sachez que toute la communauté universelle est déçue. Depuis quand vous êtes compétent pour se prononcer sur des résultats? L'année dernière, lorsqu'on vous a informé que ces gens-là utilisent des procédés frauduleux tels que couper des puces pour gagner les élections,
vous nous avez répondu que ce qui vous importe, c'est le résultat final qu'on vous communique et non les canaux utilisés pour gagner des élections. Alors comprenez une chose, on a gagné ces élections, nous n'irons pas à d'autres élections. Si vous voulez qu'il y ait en balance à la faculté de droit, maintenez votre position d'annuler ces élections. Des sanctions allant de 2 à 5 ans de suspension. Alors, pour eux, la solution, c'est la grève de la faim. On ne peut pas nous priver de nos droits et de liberté et nous faire croire qu'on peut vivre tranquillement. Puisqu'ils veulent nous voir mourir, nous allons les afficher cette mort lente-là. Au moment où je vous parle, on a fait 25 heures. Il y a des évacuations puisque la nuit, il y avait 2 jeunes filles vers les alentours de 22 heures. Il y avait aussi un garçon. Le mot d'ordre, c'est une grève de la faim illimitée jusqu'à obtention de gain de cause. Merci Omar Sonko. Les étudiants hébergés dans les différents campus sociaux ont jusqu'au plus tard le jeudi 5 août à 17h pour libérer leurs chambres. Une décision du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Le COUD veut être en conformité avec la décision de l'Assemblée de l'université qui a fixé, comme vous le savez, la période des vacances du 31 juillet au 4 octobre prochain. Rien à voir avec la multiplication des cas de Covid qui n'épargne pas le campus social, selon le directeur adjoint du COUD, Khalifa Diagne, joint par Arnaud Diouf. Le COUD est là pour accompagner les étudiants quand ils ont des activités pédagogiques à faire, c'est-à-dire quand ils étudient. Dès lors que les enseignements sont arrêtés, le COUD doit fermer les campus sociaux parce que le COUD a besoin de moments pour faire des travaux de réflexion et d'entretien parce que, vous le savez, les campus sociaux sont surchargés et ce surchargement fait de sorte que le matériel et les infrastructures se détériorent plus rapidement. Mais il n'y a pas de conséquences parce que le COUD, c'est la partie sociale qui accompagne les étudiants quand il y a des activités pédagogiques. Maintenant, est-ce que cette décision a un lien direct avec la multiplication des cas de Covid-19? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans les normes du calendrier universitaire. Notre règlement intérieur dit que le campus social doit être ouvert à la première semaine du mois d'octobre et fermé au 31 juillet. Vous comprenez aisément que nous sommes dans les marges. Peut-être que il y a une coïncidence. Mais le calendrier universitaire, c'est de octobre à fin juillet. Et traditionnellement, l'Assemblée de l'université se réunit chaque année pour fixer la date de fermeture du campus pédagogique. Et après avoir fixé la date de fermeture du campus pédagogique, le COUD souvent tire les conséquences en fermant le plus souvent une semaine, 10 jours ou 15 jours après. Maintenant, est-ce qu'à votre niveau, vous décelez des cas de Covid dans le campus social? Oui, naturellement, depuis la première vague, vous savez, le campus social a la taille d'une ville. Et nous ne pouvons pas dire que le campus social est un lieu isolé par rapport au Sénégal, si bien qu'on n'y détecte pas des cas de Covid. On y a détecté, mais on avait un dispositif. Aujourd'hui, vous en dénombrez combien? Nous avons traité, mais ce n'est pas le sujet. Je ne pourrais pas parler de ça. Le directeur adjoint du COUD, Khalifa Diagne, avec Aaron Diouf. Et puis les 15 candidats individuels à l'origine de la tricherie au bac à Pekes, département de Tivaouane, au maire de la gendarmerie. On apprend à l'instant qu'ils seront déférés donc lundi. Au-delà des sanctions pénales, ces tricheurs encourent aussi des sanctions académiques. Ils seront traduits devant le conseil de discipline selon le directeur de l'office du bac, le professeur Sosenya, est joint par Betty Diawara. Il y a eu un groupe de candidats qui se sont organisés et ça, nous pensons que c'est depuis l'inscription qu'ils l'ont fait et ils ont choisi le centre parce que c'est des candidats individuels. Ils ont constitué un groupe WhatsApp à travers lequel certainement ils voulaient au fur et à mesure recevoir les corrigés. Et donc hier, lors de l'épreuve de philo, 1 heure de temps après le démarrage de l'épreuve, les surveillants ont découvert qu'ils avaient reçu des messages portant corrigés dans des sujets de philo. Ils ont mis en branle donc le dispositif antifraude et ces personnes ont été interpellées. Et quel sera le sort de ces candidats? C'est qu'ils ne vont pas faire le bac cette année, donc ils sont exclus des centres. Le deuxième, c'est que tous ou certains d'entre eux sont déjà en prison et une enquête est en cours parce qu'il y a un délit pénal dans ça. Au moins le fait qu'ils se soient constitués en groupe de malfaiteurs. Pour ce qui est du volet académique, ils vont tous être traduits devant le conseil de discipline.
Le professeur Sosegna est directeur de l'Office du bac et puis une rencontre entre les boulangers, FNBS et RBS et l'UNACOIS prévue donc cet après-midi. C'est pour une solution définitive à la crise du pain. D'ailleurs, le mot d'ordre de grève de demain et après-demain suspendu. 60% de la production agricole de la région de Matam est issue des cultures irriguées. Même si aujourd'hui un retard est noté dans l'installation de l'hivernage, il n'y a pas péril en la demeure selon le directeur régional du développement rural Matam Aluntal. Le retard constaté dans l'installation de l'hivernage dans la région de Matam ne veut pas dire mauvais hivernage. C'est l'assurance donnée par le directeur régional du développement rural de Matam. Dans la région de Matam, 60% de la production agricole est issue de la culture irriguée. Abdoulaye Kamara, directeur régional du développement rural de Matam. L'analyse, c'est que le constat que j'ai fait moi, c'est que depuis quelques années, dans la région, les cultures pluviales ont régressé par rapport aux embravures qu'on avait avant 2000. Il est vrai que les pluies sont en retard, mais je crois qu'on peut nuancer et ne pas s'inquiéter outre mesure en sachant qu'on a le système irrigué qui est là, qui est le plus grand contributeur pour la production régionale. C'est les cultures irriguées qui apportent 60 à 70% de la production, mais je crois qu'on peut nuancer et ne pas s'inquiéter outre mesure et que retard de l'hivernage ne veut pas dire mauvais hivernage. Avec les fortes pluies enregistrées ces dernières 24 heures, l'espoir est permis pour la culture sous pluie avec des quantités allant jusqu'à 100 mm. C'est le cas de Hamadi Hunare. Aluntal, Matam, pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Au Mali, le général Moussa Diawa, arrêté hier et placé en détention à Bamako. Il a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré, qui n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2016. Et puis également sur l'affaire Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. En République démocratique du Congo, les tractations entre confessions religieuses pour désigner le futur président de la commission électorale doivent reprendre ce vendredi. Le président de la plateforme des confessions religieuses, le catholique Monseigneur Outembi, invite les autres confessions religieuses au siège de l'épiscopat pour tenter de trouver un consensus. Le délai donné par le président de l'Assemblée nationale congolaise expire à minuit. Dakar, Tokyo, toute l'actualité des Jeux Olympiques 2020 sur Radio Sénégal. 12 athlètes sénégalais dont les porte-drapeaux, la nageuse Jeanne Boudbian et le judoka Mbagnick Ndiaye à la recherche d'une première médaille olympique dans 9 disciplines. Les Jeux Olympiques Tokyo 2020, c'est du 23 juillet au 8 août sur Radio Sénégal. Bonjour Seydou Diallo. Thierno Diallo, bonjour. L'équipe féminine de Dakar Sacré-Cœur joue ce soir pour une qualification à la Ligue africaine des champions. Effectivement, Thierno, tournoi qualificatif à la Ligue des champions féminines de la CAF. L'équipe de Dakar Sacré-Cœur affronte l'AS Mandé du Mali. Une rencontre pour la 3e journée du tournoi UFOA A. Cette affiche est aux allures d'une finale puisque le vainqueur va décrocher l'unique ticket pour la phase finale prévue en Égypte. Les Sénégalaises ont réalisé 2 matchs de victoire dans ce tournoi. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 20h au Cap-Vert. Augustin Senghor, candidat à la FSL, fêté à Kolda. Tournée de restitution et de bilan du président sortant de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, qui était au Fouladou ce jeudi, estime que les dirigeants du football coldois se reconnaissent dans ce bilan. Même si des choses restent à améliorer, il s'est également prononcé sur la résolution de la Ligue de Kolda et sur le consensus autour de sa personne. Augustin Senghor est au micro de Moussa Banora. Le collège des présidents de 14 ligues avait décidé de lancer l'idée d'un consensus autour de ma personne et avait appelé la base à adhérer à cette démarche. Mais il était important, après un processus justement consensuel qui a abouti à l'élaboration d'un programme consensuel et au choix d'un candidat consensuel, de revenir à la base pour faire valider l'ensemble du processus. Et nous y allons
dans le cadre d'une tournée de restitution par rapport à une mission qui a été donnée par une assemblée générale. Ça, c'est la première chose. Mais aussi par rapport à une mission de restitution du bilan de notre fédération sur ces 4 dernières années. Chacun des dirigeants du football de Kolda a pu se reconnaître dans ce qui a été fait de bien, tout en sachant qu'il y a encore des choses à améliorer. Et c'est ça qui autorise aujourd'hui cet élan solidaire pour aller vers une démarche consensuelle lors de ces élections. Nous sommes premiers en Afrique au niveau de l'équipe A. Nous brillons chez les jeunes, nous brillons chez les féminines au beach soccer. Nous avons des championnats réguliers. Nous avons plus de moyens au point qu'aujourd'hui, nous accompagnons l'État dans des domaines où il se retrouvait seul à nous aider. Nous sommes en train quelque part d'acquérir une sorte d'autonomie, même partielle, pour accompagner l'État à continuer à nous aider. Quand on voit les infrastructures comme l'Adjor, les sièges qu'on dote au niveau des stades des différentes ligues régionales, les centres de Toubab Dialaw et Guéréou, nos résultats en petite catégorie avec l'équipe U15 qui a été érigée. Donc tout ça montre qu'on s'est placé sur un plateau de performance jamais égalé dans l'histoire du football. Maintenant, il faut parachever ce travail. Et pour y aller, il faut y aller tous ensemble. Et vous avez aujourd'hui entendu la résolution de la Ligue de Kolda. Cette résolution ne nous surprend pas, parce qu'ils ont été les premiers à lancer un message fort. C'est une ligue qui est toujours solidaire, a dit non, nous sommes avec le consensus. Voilà, Augustin Senghor qui était à Kolda JO. Les 10 Tigers du Nigeria ont été défaites par les Françaises. Effectivement, Thierno, le Nigeria s'est incliné face à la France en basketball féminin. Résultat du match, 87-62. La France évite ainsi l'élimination dès le premier tour. Elle occupe la 2e place à ex-aequo avec le Japon. C'est dans le groupe B. La France affronte lundi les invincibles américaines. 51 victoires d'affilée depuis 1992. Football féminin, le Canada sort le Brésil en quart de finale. Les quarts de finale se sont disputés ce matin. La Suède a battu le Japon 3-1. La Grande-Bretagne a perdu devant l'Australie 4-3. Le Canada, la surprise du jour, a battu le Brésil sur la marque de 4-3 au tir au but après un match nul vierge 0 partout. Le Pays-Bas et les États-Unis sont actuellement à égalité 2 buts partout. Le match est en cours. Voilà, on parle judo, Seydou, le champion français était des Résières, éliminé en quart de finale des plus de 100 kilos. Judo, coup de tonnerre, le roi Teddy Riner est tombé dès le quart de finale. Le double champion olympique français et tenant du titre chez les plus de 100 kilos a été battu par le russe Tamerlan Bassaev. C'est aussi le tombeur du Sénégalais Mbagnick Ndiaye en 8e de finale. On termine par le football, transfert Manuel Locatelli au Juventus de Turin. Pour terminer, le footballeur italien Manuel Locatelli a annoncé sa préférence pour la Juventus de Turin. Le milieu de terrain de Sassuolo intéresse d'autres clubs, notamment Arsenal. Locatelli a rejoint Sassuolo en provenance du Milan AC en 2018. C'est tout pour le sport. Thierno Diallo. Bon appétit, Seydou Diallo. Merci, bon appétit à vous. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. C'est Dr Alioune Badara Ali, le directeur du COUS. Il y a beaucoup de malades dans les centres de traitement des épidémies. C'était à cause du variant Delta. Beaucoup de jeunes sont touchés. Les femmes enceintes ne sont pas épargnées non plus. Ensemble, tous les âges sont aujourd'hui à risque. La maladie a changé de visage et 95% tous les cas appelés grippe sont des cas de Covid, nous dit le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire. Il faut aller donc se faire vacciner et se faire tester en cas de symptômes. Dr Alioune Badara Ali, l'invité du journal, répond aux questions de Mariama Mané. Dr Alioune Badara Ali, directeur des centres des opérations d'urgence sanitaire. Directeur, actuellement, il y a beaucoup de patients dans les structures sanitaires. Quel est le profil de ces patients? Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de patients dans les CTE. La maladie touche beaucoup les jeunes. Donc, on a beaucoup de jeunes dans les CTE. Bien entendu, comme d'habitude, on a encore des sujets âgés. Mais la nouveauté avec le variant Delta qui circule, c'est vraiment les jeunes qui sont touchés. Non seulement ils font des formes graves, mais il arrive même qu'on en perde. Hier seulement, on a perdu 2 jeunes sans comorbidité, âgés de 45 ans. Donc voilà, donc c'est un peu pratiquement tous les groupes d'âge aujourd'hui sont représentés. Il y a quelques semaines, on a perdu une enfant de 7 ans. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cible privilégiée. Les jeunes sont touchés, les moins jeunes sont touchés. Et c'est vraiment une chose qui nécessite qu'aujourd'hui tout le monde se résiste. Il n'est plus question seulement de dire les jeunes ne font pas de maladie, ils se contentent juste d'amener dans la maison. Non, aujourd'hui, ils font la maladie et ils font des formes graves. C'est parce que les jeunes n'ont pas pris de vaccin? Effectivement, aujourd'hui, on peut donner 2 explications. Les jeunes ne se sont pas fait vacciner. Au début de la vaccination, les jeunes étaient parmi les plus réticents.
à la vaccination. Donc ils n'étaient pas vaccinés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont les jeunes qu'on retrouve dans les grands rassemblements. C'est eux qui sont à la plage, c'est eux qui sont au stade, c'est eux qui sont au concert, c'est eux qui sont dans les boîtes de nuit. Donc c'est eux qui sont les plus exposés et c'est eux qui sont les plus touchés. L'autre chose, c'est que les personnes âgées ont été ciblées par la vaccination comme des cibles prioritaires. Et beaucoup de sujets âgés, de plus de 60 ans, se sont vaccinés, contrairement aux jeunes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le variant Delta qui circule touche beaucoup plus cette frange de la population qui n'est pas vaccinée, qui ne se protège pas et qui participe au grand rassemblement. Parmi les patients que vous recevez, il vous arrive de recevoir des femmes enceintes? On a des femmes enceintes. Pour le moment, par rapport à la deuxième vague, on n'a pas l'impression qu'il y en ait plus, mais on en a. On a des femmes qui font des complications, bien entendu, de la grossesse. On a eu des femmes qui ont eu ce qu'on appelle en français une rétention d'œuf mort, c'est-à-dire le fœtus, il meurt dans le ventre de la maman. Il y en a d'autres, on a dû intervenir en urgence pour faire des césariennes. Il y en a qui sont en réanimation. Donc les femmes enceintes, effectivement, font partie aussi des personnes qui sont touchées par la maladie. Mais c'est un peu, j'allais dire, normal, parce que le virus circule tellement dans la communauté qui ne se protègent pas particulièrement et donc ça peut toucher tout le monde. Quel conseil donnez-vous aux jeunes? Alors les jeunes, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, la maladie a changé de visage. La première vague, les jeunes étaient pratiquement épargnés. Ou s'ils étaient touchés, ils faisaient des formes qu'on appelait asymptomatiques ou polysymptomatiques. Ça veut dire qu'il y avait très peu de signes. Souvent, ça passait inaperçu. Dans la deuxième vague, c'était pareil. Dans la troisième vague, c'est différent. Ils présentent des signes. On sait qu'il y en a beaucoup qui ne font même pas le test. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de l'automédication. Il y a des jeunes qui vont à la pharmacie, qui achètent des médicaments et qui restent chez eux. Et il y a des jeunes qui font de l'automédication traditionnelle, qui font des ginger, qui font du nguer, qui font des choses comme ça. On sait. Et ça, c'est pas une bonne chose. Si vous présentez des signes qui sont évocateurs de grippe, ne dites pas c'est la grippe et vous restez chez vous. Allez consulter au niveau du service de santé, le plus proche de votre domicile. Parce que tout ce que vous appelez grippe là actuellement, dans ce contexte-là, a priori à 95%, c'est des cas de Covid. Et une chose extrêmement importante, c'est le recours précoce aux soins. Ne restez pas à la maison jusqu'à ce que les complications apparaissent pour aller vers les structures de santé. Parce que ça engage votre pronostic vital. Mais vraiment, faites le test. Il y a aujourd'hui des tests de diagnostic rapide qui sont dans tous les centres de santé. Très rapidement, en quelques minutes, on peut vous dire, vous donnez votre résultat. On peut vous dire c'est corona ou c'est pas corona. Et c'est gratuit au niveau des centres de santé. Je sais que dans le privé, ils font payer parfois, mais dans les centres de structures publiques, c'est gratuit. Docteur Alioune Badara Ly, Radio Sénégal, vous remercie. Radio Sénégal, la revue de presse. On accueille Marianne Sangor. Covid-19, tension permanente dans les CTE, c'est la course contre la mort. D'après l'AS, la Covid-19 tue en moyenne 10 personnes par jour depuis le 25 juillet dernier. De ce fait, note critique, la tension est à son comble dans les centres de traitement où les malades, même sous oxygène, présentent de maigres chances de survie. Dans ce journal, on nous apprend que Maître Malick Sall a été testé positif, bien qu'ayant été vacciné. Pape Samba Mboup aussi, d'après le mandat, l'ancien chef de cabinet du président Wade a été testé positif en France. Ainsi donc, notre Réumi, même vacciné, on n'échappe pas au redoutable variant Delta. Être vacciné puis testé positif quelques jours plus tard, est-il possible? Se demande un confrère du journal Le Quotidien. Eh bien oui, c'est possible, d'après l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le seul organisme de recherche publique français entièrement dédié à la santé humaine, qui nous révèle que c'est ce qu'on appelle un cas de percée vaccinale, défini comme une infection supérieure à 14 jours après avoir terminé l'immunisation complète. Le journal rappelle qu'aucun vaccin n'atteint jamais une efficacité de 100%. Mais dans l'évidence, Dr Boubacar Signaté, membre de SOS Médecins, rassure en déclarant que ce n'est pas un problème parce que cela ne veut pas dire qu'on n'a pas été protégé. Le vaccin protège contre les cas graves, précise-t-il. Sermon des imams et oulémas du Sénégal dans Le Soleil, il déclare que le refus de se faire vacciner en pleine période de pandémie est synonyme de suicide. D'après le Témoin, l'association des imams et oulémas du Sénégal demande de surseoir à toutes les cérémonies familiales ou les diminuer le maximum possible. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants sanctionnés entament une grève de la faim. D'après Réumi, les 45 étudiants exclus par le conseil de discipline de l'UCAD ont entamé depuis hier une grève de la faim pour prévaloir leur droit à l'éducation. Dans l'évidence, on nous informe qu'ils revendiquent la réintégration de tous les étudiants injustement sanctionnés. Pour rappel, le 2 juillet dernier, le conseil de discipline a définitivement exclu un étudiant, 7 autres suspendus pour 5 ans, 30
37 pour 2 ans. Selon le quotidien, ils sont accusés d'avoir proféré des menaces à l'encontre du doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, mais aussi de saccage des restaurants et de violences exercées sur certains professeurs. Par ailleurs, le journal nous révèle qu'un candidat au bac a été exclu pour usage de téléphone. L'incident s'est produit à l'école Notre-Dame de Kaffrine. Selon l'AS, 2 autres candidats du lycée Limamoulaye de Guédiawaye également ont été suspendus après avoir été surpris d'utiliser des téléphones portables. Plus grave, un réseau de tricheurs a été démantelé au centre de Pekes dans le département de Tivaouane. Selon le journal, pour faire passer les informations, ces candidats avaient créé un groupe WhatsApp dénommé Team Pekes. Les épreuves corrigées circulaient sur WhatsApp, titre Libération. Qui leur a donné ces épreuves? C'est ce que cherche justement à savoir la gendarmerie qui est en train de les interroger sous le régime de la garde à vue. La série Infidèle, fidèle à ses scènes osées, a été censurée. D'après Tribune, c'est suite à une énième plainte contre la série. Ainsi donc, notre critique, le CNRA n'est pas resté sourd suite à la plainte de Jamra. Il a interdit aux télévisions de diffuser la bande-annonce de la saison 3 et tout contenu de la série. Une mesure prise à l'encontre de la maison de production Evenprod. Selon les constatations du CNRA, notre Réumi, cette saison incite à des pratiques sexuelles jugées déviantes, constitue aussi une incitation à la débauche ou un encouragement à s'adonner à une activité sexuelle, à la pornographie ou à la prostitution. Mais d'après les échos du jour, le CNRA est en retard parce que la série passe sur Canal. En tout cas, l'ONG Jamra jubile et félicite le CNRA. Dans les faux, Mme Makhtar Gueye déclare qu'il faut que force reste à la loi pour une bonne préservation de nos valeurs socioculturelles. Et dans Réumi, on se désole que Mme Makhtar Gueye, gardien du temple de la morale publique, soit seul dans le combat. Le rappel de la une, 15 décès liés à la Covid-19, plus rapide que le variant Delta, tumeur, plus rapide que Usain Bolt, 1075 nouvelles contaminations ce jour, dont 948 communautaires. Les professionnels de l'information et de la communication se protègent. Un vaccinodrome installé ce matin à la Maison de la Presse. Que faut-il pour contrer le vorace SARS-CoV-2? Le télétravail, recommande Sambassi, le ministre du Travail. Des discussions en cours entre son département, les employeurs et les organisations de travailleurs pour une réforme de la législation du travail, le télétravail dans les textes. Et puis avant de nous quitter, le Comité national de gestion des épidémies, CNG, s'est réuni ce vendredi. La présidente du comité, Dr Hemes Ngom Ndiaye, a signifié donc leur inquiétude de la hausse, face à la hausse des cas de Covid avec le variant Delta. Sur 100 prélèvements, 70 sont dus au virus Delta. Toutefois, la directrice de la santé rassure de l'engagement de tous, même si les chiffres sont inquiets, sont inquiétants. 40% des cas sont des jeunes et que depuis 2 jours, de tout petits enfants donc sont atteints au nombre de 9. Le CNG donc s'est réuni ce matin. Journal réalisé par Demba Malik Boch et Marianne Yaïmal. À la technique, Céline Diop, Marie-Claire Sen au CDM, Marie-Jo Faye, coordination Arana Gaye, Demba Malik Boch. Un honneur de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Sénégal.